Alors, on est sur l'exercice 1 de la feuille 3. Et donc, on est sur la question de ellipticité. Alors, un petit rappel sur Poincaré et puis sur l'inégalité de Poincaré et puis surtout comment on utilise cette inégalité. Alors, l'inégalité de Poincaré, elle existe en 1D et en 2D. Donc ici, on va surtout regarder l'inégalité de Poincaré en 1D. Le rappel que je vais vous faire là, le but, c'est de faire apparaître, lorsqu'on ne la voit pas apparaître dans la forme bilinéaire A, c'est de faire apparaître en fait la norme H au sens H1 sur l'intervalle. Alors, on va utiliser donc l'inégalité de Poincaré qui s'écrit la norme de U' carré au sens L2. Eh bien, cette norme au carré, elle est toujours supérieure ou égale à 1 sur C, C étant un réel positif, de U carré au sens L2, moins U carré de A, qui est la valeur sur la borne A. Ça marche aussi si vous êtes sur la borne B. Ça, c'est Poincaré. Donc, à partir de là, l'astuce va consister à diviser par 2 cette inégalité. Donc, vous allez l'écrire comme ça. Voilà. Supérieur ou égal à 1, donc vous divisez tout par 2. U carré, L carré, moins U carré de A sur 2. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, vous allez rajouter de chaque côté de votre inégalité la même chose. Donc, je rajoute de ce côté 1 demi de la norme de U' au carré au sens L2. Voilà, et ça doit être supérieur ou égal à 1 sur 2C de U au carré au sens L2, moins U carré de A sur 2, plus, je rajoute ce que j'ai ajouté de l'autre côté, c'est-à-dire 1 demi de U' L carré sur AB. Là, vous reconnaissez que ce terme-là, c'est ni plus ni moins que U' carré L carré sur AB. Donc, c'est lui qui va souvent intervenir dans la formulation bilinéaire. Et ça va être supérieur ou égal. Alors, à partir de là, je peux factoriser ce terme-là et ce terme-là, à condition de factoriser par le minimum, pour respecter mon inégalité, entre 1 demi et 1 demi de C. 1 demi sur C, 1 sur 2C. Donc, ça s'écrit, on va rechercher le minimum entre 1 et 1 sur C. Et là, je vais multiplier par quoi? Par U carré au sens L carré, plus U' carré, U', tiens d'ailleurs, j'ai oublié le carré qui était là. Voilà, U' au sens L2. Et il va me rester ensuite moins U carré de A sur 2. Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez apparaître votre norme U carré au sens H1. C'est comme ça qu'on fait apparaître en fait la norme de U carré au sens H1. C'est par ce petit tour de passe-passe, c'est-à-dire qu'on va scinder en deux la norme de U' carré pour pouvoir en basculer un bout de l'autre côté. Et du coup, on va obtenir comme ça directement quelque chose qui sera supérieur ou égal à la norme au sens de la norme au carré de U, mais au sens de H1. Voilà, c'est l'astuce, elle est ici. Donc, je vous ai fait ça la dernière fois, effectivement, pour notre problème. Donc, on retourne à notre problème maintenant. Et on avait la forme bilinéaire, donc on devait montrer la coercivité sur A de UU.
A de UU, on avait trouvé que c'était égal à U' carré au sens de L2 sur l'intervalle AB. Alors, ce n'était pas AB, c'était 0,1. J'ai corrigé. Monsieur, est-ce que vous pouvez juste remonter 2 secondes, s'il vous plaît? Remonter, tu veux dire redescendre. Ah ouais, pardon, on va redescendre. Merci. D'accord. Est-ce que je suis assez redescendu là? C'est bon? Ouais, c'est parfait, merci beaucoup. Ça marche. Vous pouvez remonter du coup. Ça Merci beaucoup. marche. Donc, A de U, on avait trouvé ça, plus U carré de 1 et facteur de 1 plus C sur 2. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on avait trouvé. Et donc, si on utilise des inégalités de points carrés, eh bien, on va faire exactement ce que je vous ai présenté avant. Et donc, du coup, on va obtenir, c'était ce que je vous avais obtenu tout à la fin, U' carré L carré plus U carré de 1, facteur de 1 plus C sur 2 qui va être supérieur ou égal à 1 demi de 1 sur D, norme de U au carré L2, plus norme, là vous retrouvez en fait le résultat que j'ai obtenu juste avant, au carré de U', suivant L2. Ensuite, moins 1 demi de U carré de 1, plus U carré de 1, et plus U carré de 1, facteur de C sur 2. Tout ce terme-là, qui est ici, tout ce terme-là, en fait, c'est un terme qui est positif. Donc, du coup, si je l'enlève, alors que je suis en train de retrancher ça, effectivement, ça ne va rien me changer sur mon inégalité. Donc ici, en fait, ça c'est un terme positif, puisque là, ça me fait 1 demi de 1. Et tout ça, le C étant positif, ça me fait quelque chose de positif. Donc du coup, je peux, là vous avez reconnu qu'en fait, j'ai fait apparaître A de UU. Donc à la fin, je peux dire que A de UU va être supérieur ou égal, et là j'utilise ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire 1 demi du minimum de 1 sur D et entre 1. Et ça, en fait, ce que j'ai au-dessus, c'est fois la norme de U carré, mais au sens H1. Ce terme-là qui était positif, là, je l'enlève et mon inégalité est toujours respectée. Donc, j'ai fini par montrer ça. Donc, ça veut dire que j'ai fini par montrer qu'il existe alpha qui vaut le minimum divisé par 2 entre 1 sur D et 1. Je prends le minimum des deux, tel que A de UU est supérieur ou égal à alpha fois la norme au carré de U suivant H1. Donc là, je viens de montrer que A est elliptique. Et grâce au théorème de l'axe milligramme, je vais pouvoir montrer que du coup, il existe une solution à mon problème. Donc le problème, je vous le rappelle, c'est de trouver AU tel que A de UV égale LV, quel que soit V. Ça, c'est mon problème. Et en plus de ça, la solution est unique. Ça, c'est le théorème de l'axe milligramme. Et ça, c'est parce que A est elliptique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Mais c'était juste une reprise, en fait, ça. Oui, moi j'ai une question notamment à propos du min. D'où est-ce qu'il vient ce min? Je dois mettre en facteur pour pouvoir faire apparaître la norme. Alors, je vois de quoi tu me parles. On est là. Tu vois, je dois mettre en facteur ces deux termes-là. Et c'est une inégalité que j'ai. Ce n'est pas une égalité que je suis en train de regarder. Donc, si je prends le minimum entre 1 sur D et 1, tu l'appelles par exemple bêta, ce minimum. Et du coup, tu vas pouvoir remplacer le 1 sur D par bêta et le 1 qui est devant le norme de U' au carré par bêta aussi.
Et du coup, tu factorises par bêta. Sauf qu'au lieu de l'appeler bêta, je l'ai gardé sous son nom, min de 1 sur d, point virgule 1. C'est-à-dire je prends le minimum entre les deux. D'accord. Ça vient du fait que je suis en train, il ne faut pas oublier ça, hein, je suis sur une inégalité là. Donc la factorisation qui m'intéresse à droite, alors si j'étais avec une inégalité inférieure ou égale, je n'aurais pas pris le minimum, mais le max des deux. Oui, je comprends. D'accord? Ok, parfait. C'est pas si simple, hein. En fait, au début, pour bien arriver à comprendre comment ça fonctionne, c'est pas si simple cette histoire-là. Et puis la façon d'utiliser l'inégalité de Poincaré, moi je trouve personnellement que la petite astuce qui consiste à décomposer la norme de U' au carré sur L2 en deux parties, vous voyez, le 1 demi plus 1 demi là, c'est pareil, c'est pas un truc qui est tout à fait intuitif, quoi. Bon, ça se fait beaucoup en maths, hein, effectivement, quand on veut montrer ce type d'inégalité. Après, une fois qu'on l'a fait plusieurs fois, on s'aperçoit qu'effectivement, on fait toujours la même chose et que c'est relativement facile à comprendre. Mais la première fois, ce n'est pas si simple que ça. Et le coup du min, là, c'est pareil. Ce n'est pas si simple à comprendre parce que tout simplement, on n'a pas tellement l'habitude, je pense, enfin, moi en tout cas, je n'ai pas trop l'habitude de beaucoup regarder des inégalités. Je suis plutôt habitué à regarder des égalités. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, ça marche très, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe à la question 3. Résolution du problème en passant par la forme forte. Alors, il se trouve que ici le problème est résolvable parce qu'il est assez simple, hein. Donc, la forme forte, hein, je vous la rappelle, c'est U seconde plus CU' est égal à 0. Donc, vous pouvez le mettre sous un autre format, ça fait que votre constante, c'est U seconde sur U'. Moi, j'ai simplement posé une variable intermédiaire, une fonction intermédiaire que j'ai appelée V, qui est égale en fait à U'. Donc, en fait, ça fait que C, c'est V' sur V. Et ça, je sais résoudre. Ça, c'est une fonction qui est V de x égale une constante fois exponentielle de Cx. Et ça, c'est égal à U' de x. Donc, du coup, il suffit que j'intègre encore une fois. Et donc, j'ai ma fonction que je cherche qui est U de x. C'est 1 sur Ck1 exponentielle de Cx plus une autre constante K2. Voilà, ça, c'est la résolution de ma forme forte. Alors, ici, on pourrait se dire, mais pourquoi on s'embête à passer par une forme faible, etc., alors qu'on a la solution tout de suite avec la forme forte, hein, et analytiquement. Alors, le problème qu'on a, c'est que très souvent, on ne sait pas résoudre la forme forte, hein. Donc là, c'est un exemple simple où on sait la résoudre. Du coup, ça permet de voir d'autres choses. Mais dans la vie de tous les jours, très souvent, on ne sait pas résoudre la forme forte. Et la seule façon de le faire, c'est d'utiliser la forme faible. Donc, la forme faible devient une technique de résolution de notre équation différentielle. On n'a pas tout à fait fini en fait, de résoudre parce que maintenant, il faut déterminer ce que vaut K1 et K2. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et pour ça, c'est comme d'habitude, on va utiliser les conditions limites. Donc, la première condition limite qu'on va utiliser, c'est le fait que U de 0 est égal à 2. Donc, ça va vous amener à ça. Ça va donner 1 sur C, K1 plus K2 est égal à 2. Et donc, ça va vous donner une relation entre K2 et K1. K2, c'est égal à 2 moins 1 sur C, K1. Bon, pour l'instant, on ne peut pas aller plus loin avec ça. La deuxième équation, c'est l'équation de Fourier-Robin, donc la condition limite de Fourier-Robin, qui nous lie donc U' et U par U' de 1 plus U de 1 est égal à 1. Donc là, ça va vous entraîner une équation K1 exponentielle de C plus K1 sur C exponentielle de C plus K2 est égal à 0. On remplace ce qu'on a fait juste au-dessus. Donc, on intègre 1 dans 2 et on va trouver à la fin
juste quelque chose en fonction de K1. K1 exponentielle de C facteur de 1 plus 1 sur C moins 1 sur C doit être égal à moins 1. Donc, là, deux possibilités. Alors, K1 n'existe pas. Dans ce cas-là, ben, on est foutu. Hein. S'il n'existe pas, ça veut dire que ce terme-là, donc exponentielle de 1 plus 1 sur C, moins 1 sur C, est égal à 0. Et si on veut qu'il y ait une solution à notre problème, eh bien, il faut absolument que K1 existe. Monsieur, juste, il est passé où Oui. le 1 Le Le 1 dans la condition de Fourier-Robin égale 1. Pourquoi vous avez mis égal 0 vrai? Pourquoi j'ai mis le… Ben ça, c'était le U' de 1 plus U de 1, c'est ça? Ouais, égale 1. Ouais. Où est-ce qu'il est passé? Je ne sais plus. Alors, attends, je me suis peut-être trompé. Non, c'est parce que je me suis trompé, je pense. Hein. Non, non, c'est là que c'est faux. Tu as raison. Là, il est là, le 1. Ok. Merci beaucoup de m'avoir corrigé. Donc, K1 n'existe pas. Et si on veut une solution, ben, il faut que, tout simplement, on ait une condition. C'était ce qui était demandé dans l'énoncé sur la constante C. Il faut que l'exponentielle de C facteur de 1 plus 1 sur C moins 1 sur C soit différente de 0. Et dans ce cas-là, bah, K1 existe. Alors, bah, sa valeur, c'est moins 1 sur ce que je viens d'écrire. Et vous pouvez directement continuer et trouver K2 derrière. Voilà. Donc, du coup, si vous trafiquez un petit peu ça, attendez, j'ai encore fait une boulette. Non, ça c'est bon. Là, tout ça c'est bon. Si on peut simplifier en fait, et vous allez trouver que la condition, il faut que l'exponentielle de C facteur de C plus 1 moins 1 soit différent de 0. Bon, c'est pareil. Hein. C'est juste une autre forme. Voilà. Donc là, on a répondu assez facilement à la question numéro 3. La question 4, on vous dit de montrer une équivalence entre deux équations différentielles. Donc, il faut montrer que moins U seconde plus CU' égale à 0, c'est totalement équivalent à moins, ouvrez la parenthèse, exponentielle de moins CX U', le tout encore dérivé, prime, est égal à 0. Ça, c'est l'équation 1. Donc, cette équation 1, ben, il faut simplement la développer. Vous la développez complètement. Vous allez trouver moins C exponentielle de moins CX U' plus exponentielle de moins CX U seconde, qui est égal à 0. Et après, vous factorisez, ça va vous faire exponentielle de moins C, et puis vous simplifiez par C, puisque le tout est égal à 0. Facteur de CU' moins U seconde est égal à 0. Et bien sûr, tout ça, c'est quel que soit le x, hein, quel que soit le point x. Donc, comme ça doit être égal à 0, quel que soit le point x, et bah, C, on sait qu'il est strictement positif, bah, ça vous entraîne forcément que CU' moins U seconde est égal à 0. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est totalement équivalent entre les deux formulations. Monsieur, Oui. juste pour la question 3, vous avez dit qu'on allait intervenir du coup la formulation faible de Fourier-Robin. Enfin, un peu. Non, Enfin, la condition limite de Fourier-Robin, ouais. Voilà, enfin, ça vient de sa forme en elle-même. C'est pour ça qu'on sait qu'on utilise celle de Fourier-Robin. Enfin, genre, c'est un truc de Fourier-Robin, là, c'est ça? Non, non, en fait, c'est celle qui était donnée dans l'énoncé. Ouais, voilà, mais c'est justement, on la reconnaît en fait. On sait que Ah, c'est tu veux pas dire une pourquoi je manne. sais que c'est une condition de Fourier-Robin, c'est ça? Ben,
Je pense avoir compris. Enfin, j'avais noté sur ma fiche la description du cours avec les Ouais. CA, U'A moins alpha A, UA est égal à EA, bref, etc. C'est ça. Deuxième C'est-à-dire qu'en fait, condition. on a un lien entre U', la La dérivée dérivée. première, et U, la fonction. D'accord, d'accord. Neumann, c'est juste on a des conditions sur la dérivée et du coup, après, Dirichlet, c'est on a des conditions sur le terme en lui-même, sur le U. C'est ça? Sur la fonction, oui, c'est Ouais, ça. ok, bah, C'est parfait. ça. Merci bien. Exactement ça. Et ensuite, il y aura aussi des conditions de Neumann. Ouais, c'est ça. Neumann, c'est conditions sur la dérivée. Sur la dérivée seulement. Ok. Et les Alors, mixtes, c'est une dérivée et une. le mixte, c'est ça, c'est un mélange linéaire entre la dérivée et la fonction. D'accord, merci bien. Je peux vous donner un exemple un peu mécanique de ces choses-là. Bon, ça sort un petit peu du cadre, mais ce n'est pas très grave, hein, parce que c'est quand même aussi pour un cours élément fini ou que vous allez utiliser aussi pour faire de la méca. Hein. Quand, par exemple, vous avez une condition de Dirichlet sur, imaginez, on a une poutre comme ça, voilà, hop, et puis ici, là, on va imposer un déplacement. Voilà, donc ici, vous avez une condition de Dirichlet qui vaut U de 0 égale 0, ça c'est du Dirichlet. Ici, vous imposez un déplacement, donc là, vous avez un UdA. Bah, en fait, c'est U de L qui est égal à UdA. C'est aussi du Dirichlet, mais non homogène. D'accord? Ouais, Voilà. Et puis, vous avez un autre problème, par exemple, où vous pourriez imposer ici, au bout, là, un effort F, là. Et donc, du coup, par voie de conséquence, une contrainte donnée ici sur la section. Bah, ça, c'est du Neumann. On aurait toujours notre Dirichlet là-haut, hein, mais en bout, là, on n'aurait plus un Dirichlet non homogène, on aurait une condition de Neumann. Et puis, troisièmement, ben, la même poutre, mais cette fois-ci, là, je vais mettre un ressort ici, puis tirer dessus comme ça. Bah, là, j'ai un Fourier-Robin, en fait. juste, pourquoi est-ce que celle en haut à droite, on dit que c'est une Neumann et que c'est pas une mixte? Parce que ici, en fait, ce qui va intervenir, c'est la dérivée de U', en fait, dans cette condition-là. À ce point précis, mais parce qu'en haut, du coup, c'est pas la dérivée, vu que là, on a une Non, en haut, condition c'est sur la la dérivée. fonction qui est égale à 0. D'accord, ok, ouais. Ça marche. Après, tu peux avoir tout. Hein. Par exemple, quand tu as une poutre comme ça en flexion, avec un effort là, et ben, en ce point-là, là, tu as à la fois U de 0 égale à 0, mais tu as aussi U' de 0 égale à 0. Tu as les deux. Ouais, Donc là, ok, ça pourrait être du Fourier-Robin, en fait, en réalité. ok, ok, ok. Ouais, je sais pas. Non, là, en fait, ce serait. Non, là, c'est. Non, c'est bizarre. Ouais. Non, non, c'est pas forcément du Fourier-Robin. Ouais, si, ce serait du Fourier-Robin. Voilà. Ok, merci bien. Alors, on Juste, continue. monsieur, j'avais une question pour la Oui. question 4. Pour passer de la première à la deuxième ligne, qu'est-ce que vous avez fait? J'arrive pas à savoir juste ce que vous avez fait en fait. Alors, pour passer de la troisième ligne à la deuxième ligne. Alors, déjà, il faut que je De la vérifie. première à la deuxième ligne. Alors, de la première à la deuxième, j'ai simplement dérivé ça. Tu vois, puisqu'en fait, j'ai une D'accord. dérivée de tout ça. Donc, j'ai dérivé mon produit, c'est tout. Ah oui, vous avez juste. Ok, d'accord. Ouais, non, j'ai rien fait de spécial. Hein. J'ai juste dérivé mon produit. D'accord. Ça va? Oui, C'est c'est pour tout ça que je bon. me retrouve Mais avec pourquoi des est-ce U' qu'on dit que c'est d'un congru? côté, plus des U secondes de l'autre. Oui, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Ouais, Pourquoi est-ce qu'on dit que effectivement. c'est congru, monsieur? Comment? Pourquoi est-ce qu'on utilise le signe congruence, en fait? Je n'ai pas compris, excuse-moi. Pourquoi est-ce qu'on utilise le signe congruence? J'ai toujours pas compris le mot. Ça veut dire équivalent, Julien. Ah, ok, 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 ça marche. Bon, merci bien. Ah, tu parles de ce signe-là? Ouais, Oui, pour moi, c'est le c'était la signe. congruence. Mais ok, ok, Ah, ok. pardon. Oui, moi, Ouais, j'appelle ça équivalence. Ouais. d'accord, ok, ok, merci bien. Ah, tu parlais de la congruence. Ok. Ouais, mais Excusez-moi, il y a excuse-moi, que à mais l'INSA qu'on utilise ça comme équivalence. je Enfin, normalement, ça veut comprenais dire pas le mot. congruence, mais à l'INSA, tout le monde note ça comme équivalent. Du coup, on est un peu perdu. D'accord, ok. Et vous, le signe équivalent, vous mettez quoi? C'est un La égal avec une vaguelette flèche et de le chaque trait. côté. Alors ça, c'est un si et seulement si, ouais, pour moi. La vaguelette sur le... Ah, non, ah oui, ok, ok, ok. C'est ça? Ouais, 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 ouais. c'est ça. D'accord, ok. Ça marche. Non, mais je pense que c'est plutôt... vous avez raison. Il aurait fallu que je mette un si et seulement si, en fait. Non, mais pas de problème, ça me fait pas.
C'est juste Sauf que là, pour faire le si et seulement si, pourquoi je ne l'ai pas mis, hein, c'est parce qu'il aurait fallu que je recommence la démonstration dans l'autre sens aussi, hein. Ouais, montrer qu'on puisse, enfin, que c'était Ouais. la condition unique, quoi. Voilà. Bon, mais effectivement, je suis d'accord, c'est peut-être pas très rigoureux, hein, au niveau de notation, là, ce que j'ai fait là. C'est possible, hein. OK. Donc, du coup, ensuite, ce qui vous est demandé dans cette question 4, c'est la formulation faible. Je ne sais pas s'il faut vraiment le refaire, ça, parce que je trouve que c'est un peu longuet de ce nouveau problème avec cette formulation forte-là, c'est-à-dire celui qui est donné en équivalence. Alors, si ça a un intérêt, c'est que ça vous montre que la formulation faible va dépendre de la façon dont on écrit la formulation forte. Grosso modo, ça revient à ça, hein. Le seul truc, c'est que là, du coup, il faut tout recommencer. Et c'est super long. Donc, je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite parce que c'est quand même toujours la même chose qu'on fait. Mais bon, ça vous remet une couche, on va dire, de comment est-ce qu'on fait une formulation faible, hein. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va multiplier ce terme-là par une fonction qui est élément de V0. Donc, V0, je vous rappelle, en fait, je suis dans mes espaces de solution, mais en plus, je fais en sorte que sur la frontière de mon domaine, en fait, la fonction V soit nulle. Et donc, quel que soit ce V qui est élément de V0, il va falloir que l'intégrale sur le domaine, donc ici de ma formulation forte, voilà, multiplié par ma fonction test V de x. Je ne vais pas mettre le x puisque je ne l'ai jamais mis sur le u, donc on va l'enlever. Voilà, il faudrait même que j'enlève là. Voilà. Et donc ici, ça va être égal à 0. Donc là, j'ai V de 0 qui est égal à 0. Donc on y va, on continue. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une intégration par partie pour pouvoir faire en sorte d'équilibrer les ordres de dérivés entre V et U', et U, pardon. Vous voyez qu'actuellement, en fait, U va intervenir en U secondes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une intégration par partie. Et cette même expression va me donner exponentielle de moins C x U', V' dx moins une primitive qui est exponentielle de moins Cx U', V prise entre 0 et 1. Voilà, et je fais l'intégrale sur mon domaine, et tout ça, ça doit être égal à 0. Donc, ensuite, on continue. C'est l'intégrale de exponentielle de moins Cx U', V' dx. Monsieur, le dx sur la droite, il n'est pas censé y être. Tout à fait, c'est une erreur. J'étais en train de me dire que j'en avais mis un de trop. Merci beaucoup. Moins la primitive, donc maintenant que je vais calculer, du coup, hop, 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 entre 0 et 1. Donc, il va me rester ça. U' de 1, V de 1 égale à 0. Or, le Fourier-Robin, en fait, nous donne que U' de 1 est égal à 1 moins U de 1. Et du coup, je vais avoir plus que l'intégrale de 0 à 1 exponentielle Cx U', V' dx. Je vais sauter un tout petit peu des étapes, puisqu'il y a des termes qui vont s'annuler, et il va me rester exponentielle de moins C, U de 1, V de 1, qui doit être égal à exponentielle de moins C, V de 1. Il est bizarre, moi. Je vais le refaire comme il faut. OK. On va appeler ça L de V. On va appeler tout ça A de UV, puisque ça comprend effectivement un UV. Et du coup, la forme faible, eh bien, c'est trouver U appartenant à l'espace des solutions, K, qui, je vous redéfinis par K, et on l'avait défini au tout début, quel que soit V élément de V0,
Eh bien, on a A de UV qui est égal à LV. Donc ça, c'est ma forme faible, mais pour que ce soit vraiment une forme faible, eh bien, il faut que j'en montre son ellipticité. Donc, pour montrer l'ellipticité, à ce moment-là, on va se placer dans un cas particulier où on va calculer A de UU, mais pour U, non pas élément de K, mais élément de V0. L'ellipticité se montre toujours sur V0 et pas sur l'espace des solutions sur UK. OK. Donc ça, c'est démontré en fait. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment démontré, hein. C'est dit dans votre polycope. La justification, ça serait une bonne question à poser à vos profs de cours magistral parce que je serais même intéressé par la réponse d'ailleurs. Alors, une fois que vous avez ça, eh bien, on va dire qu'il faut recommencer tout ce que j'ai fait pour l'ellipticité la première fois. C'est toujours le même principe. On va utiliser l'inégalité de Poincaré. Je ne vous le refais pas parce que c'est assez long, hein, et c'est exactement la même chose. Je vous donne juste la réponse à la fin, donc ça vous permettra de vérifier que vous avez trouvé le bon résultat. Vous allez trouver que quel que soit U élément de V0, A de UU va toujours être supérieur ou égal à exponentielle de moins C sur 2 fois, vous choisissez le minimum entre 1 et le 1 sur D, qui est le paramètre qui intervient dans l'inégalité de Poincaré, fois la norme au carré de U au sens H1. Et ça, ça prouve que A est elliptique. Donc, vous avez une solution possible et en plus, elle est unique. Parce que A est une forme bilinéaire elliptique. OK. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à faire dans cet exercice? C'est fini. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Ou sinon, tout va bien. Donc attention, hein, là je vous ai donné directement la réponse. J'ai une page de calcul pour y arriver. Mais au moins, vous avez Oui, vas-y. Ouais, c'est ça, du coup, je pense avoir compris, mais est-ce que je saurais le refaire? Je ne suis pas sûr. C'est assez simple. Vous vous entraînez avec ce qu'on a fait juste avant. Et c'est exactement le même principe. Ok. Mais je ne dis pas que c'est court, hein. Anna, tu avais une question? Non, j'ai juste demandé si c'était pareil que pour la question 2. C'était la même méthode. Oui, c'est la même démarche. Ok. Bon, bien sûr, on n'arrive pas au même résultat, mais c'est la même démarche, tout à fait. Donc, n'hésitez pas à le refaire. L'avantage, c'est que là, vous avez la réponse. Donc, du coup, vous pouvez tout de suite vérifier si ce que vous avez trouvé est juste ou pas. OK. On va donc passer maintenant à l'exercice 2. Monsieur, vous pouvez laisser 30 secondes, s'il vous plaît? Excusez-moi. Oui. Tu veux que je redescende, c'est ça? Ouais, s'il vous plaît. Pardon. Monsieur? Merci beaucoup. Oui, vas-y, je t'écoute. Et on va jamais nous demander d'expliciter les fonctions A et L, Comment ça, expliciter? de trouver trouver la solution A et L. Tu veux dire quoi? Trouver le U, c'est ça? Parce que ce qu'on cherche, c'est le U. Hein. Oui, mais en fait, je vois la démarche, mais pourquoi on se ramène à chercher U et V tel que A égale L? Non, alors, les mots sont très importants. On ne cherche pas U et V. On cherche U tel que, quel que soit V, A de UV égale LV. Et donc, pour l'instant, on en est finalement, je comprends ta question, hein, mais pour l'instant, on en est simplement à poser le problème, à montrer que la forme bilinéaire A de UV est coercitive, donc qu'on peut utiliser le théorème de l'axe Milgram, donc on va avoir une solution et qu'en plus, elle sera unique. Mais on n'en est pas à résoudre le problème. Ok. C'est ça qui te choque peut-être. Ouais, c'est ça, je ne comprenais pas trop. Donc voilà, on y va tout doucement en fait. Hein. C'est-à-dire que pour l'instant, on a une formulation forte
Alors d'ailleurs, tu as vu que dans cet exercice, on a trouvé, c'est facile de résoudre la formulation forte et on trouve la réponse pour de vrai. Maintenant, si tu étais un petit peu curieux, bah d'ailleurs, je vous encourage à être un petit peu curieux, parce que ça, ce n'est pas quelque chose qu'on fait, mais vu qu'on a la solution grâce à la solution forte, vous pourriez très bien insérer le U, par exemple, ici, là, d'accord? Et vous pourriez vérifier que quelle que soit la fonction V que vous allez prendre, du moment que V appartienne à V0, c'est-à-dire qu'il respecte les conditions limites de Dirichlet égales à 0, donc de façon homogène, eh bien vous pourriez vérifier que effectivement cette intégrale-là, ce A de UV, est toujours égale à exponentielle de moins C V de 1. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, Oui. c'est un cas particulier. On n'a pas utilisé la formulation faible pour trouver la solution. On l'a trouvé avec la formulation forte, mais rien ne t'empêche de vérifier que ce que je raconte, ce qu'on raconte là, c'est vrai. Puisque tu connais en fait la réponse, tu connais U. Ok, ouais. Donc ça, c'est un très bon exercice pour bien se convaincre de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on est en train de poser le problème, mais avec la formulation faible, on ne l'a pas encore résolu. Alors après, on fera des exemples, ne vous inquiétez pas, et on ira jusqu'à la résolution. Ça va? Ça répond à ta question? Oui, oui, c'est bon. Ok. Mais effectivement, je pense qu'il faut insister un petit peu là-dessus parce qu'on finirait par se perdre un peu et on se demande ce qu'on est en train de faire vu qu'on ne trouve pas les solutions en U en fait. Hein. Mais c'est normal, c'est parce que pour l'instant, on n'en est qu'au moment où on pose le problème. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Mais on le fait par étapes. Allez, l'exercice numéro 2, donc c'est un autre problème classique. Alors cet exercice numéro 2, justement celui-ci, je vous mettrai une vidéo à disposition et vous verrez que j'utilise en fait la formulation de ce problème-là pour résoudre un problème de mécanique des milieux continus qui est une poutre pesante. Et là, je résous vraiment le problème avec la formulation faible. Je peux vous faire un petit teaser là, comme la forme linéaire A de UV qu'on va trouver est symétrique, en plus, je pourrais utiliser la minimisation de l'intégrale J. Donc, du coup, vous verrez comment on fait pour trouver des solutions en fait, à ce problème-là dans le cadre de la mécanique des milieux continus. OK, donc là, on est comme ça. Alors, si je veux être cohérent avec ma notation, les fonctions, j'ai dit que j'arrêtais de mettre des U de X parce que sinon, ça devient infernal. Le alpha, par contre, j'ai mis un alpha de X pour ne pas le confondre avec une constante, comme la constante C, parce que ça, pour le coup, c'est une fonction. Et tout ça, c'est égal à une fonction, justement, f de x. Donc, le u, c'est toujours ma variable que je recherche, hein. Ma fonction que je recherche, pardon. Avec ma condition limite, j'ai une condition de Dirichlet homogène, donc u de 0 égale 0, et j'ai une condition de Neumann qui est u' de 1 est égal à 0. Ça, c'est ma formulation forte. Et j'ai C qui est élément de R. J'ai f de x qui est à carré sommable sur mon intervalle. Voilà. Et il faut juste que je précise que alpha de x est dérivable. Voilà, voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On nous dit aussi qu'il existe en fait gamma strictement positif tel que alpha de x est toujours supérieur, strictement supérieur à gamma. Donc ça veut dire qu'en fait, mon alpha de x ne peut jamais devenir négatif, hein, du coup, quel que soit le x élément de l'intervalle 0, et 1 étant exclu. Donc, je vous rappelle, le u de 0, ça, c'est du Dirichlet. Et le u' de 1 égale à 0, ça, c'est du Neumann. Alors, la différence entre les deux, c'est que les conditions limites de Dirichlet, en fait, si vous regardez bien, elles sont prises. Comment est-ce qu'on les prend en compte? On les prend en compte en choisissant l'espace vectoriel. Alors que celle de Neumann, on ne choisit pas une fonction dont la dérivée, par exemple, en 1 va être égale à 0.
on va inclure ça dans la formulation faible, c'est-à-dire dans le A de UV. Donc, c'est une façon de procéder qui est toujours la même, hein, mais c'est pour vous donner la différence entre les deux types de conditions limites. Voilà, le problème étant posé, ben, c'est toujours pareil. On va le mettre mise sous forme faible. Alors, on insiste beaucoup finalement sur cette mise sous forme faible pour une raison très simple, hein, c'est que c'est celle qu'on va systématiquement utiliser avec la méthode des éléments finis. Donc, on commence par définir nos espaces vectoriels. Le premier, c'est l'espace vectoriel des fonctions de test qui vont être éléments de H1, 0, 1, tels que V de 0 est égal à 0. D'accord. Et alors d'ailleurs, à ce propos, si vous regardez bien, la mise sous forme faible va consister, donc, comme d'habitude, à chercher A de UV égale LV, quel que soit V, il faut trouver le U qui permet de faire ça. Le U fait partie d'un espace également des solutions, qui n'est pas un espace vectoriel forcément, donc en général on l'appelle K. Et le K, là, en fait, si vous regardez bien, donc ça c'est l'espace des solutions. On va appeler ça plutôt l'ensemble des solutions. Hein. C'est U de 0 égale à 0. Donc c'est un cas particulier. Hein. Le problème, c'est un cas particulier où vous avez K qui, pour le coup, est un espace vectoriel, en fait, qui est égal à V0. Mais c'est un cas particulier. C'est pour ce problème-là uniquement. OK. Donc, la mise sous forme faible, eh bien, on y va. Monsieur, Oui. V0, c'est l'espace vectoriel des fonctions test et K, c'est l'espace vectoriel des solutions, c'est ça? Alors, sauf que je n'aime pas dire l'espace vectoriel des solutions parce que je ne sais pas si tu te souviens, la dernière fois, je vous avais expliqué que si vous avez une condition de Dirichlet non homogène, par exemple U de 0 égale 1, eh bien, K n'est pas un espace vectoriel. Parce que si j'ai deux éléments de K, U1 et U2, ben, U1 plus U2 de 0, ça ne va pas faire 1, mais ça va faire 2. Donc, je ne suis plus dans l'espace vectoriel. Ce n'est pas l'espace vectoriel, en fait, K. Il se trouve que là, c'est un cas particulier parce que comme je n'ai que des conditions de Dirichlet homogènes, c'est toujours vrai d'ailleurs, hein, quand vous avez ça, eh bien, vous avez K qui est toujours égal à V0, c'est-à-dire votre espace, c'est un espace vectoriel pour le coup. Mais c'est la seule fois. Ça va? Ça répond à ta question ou pas? Oui. Bon, même s'il n'est pas vectoriel, ça reste un espace de solution ou de fonction test. C'est ce que je voulais savoir. Le K est un espace de solution, V0 est un espace des fonctions test. Et quelquefois, c'est le même. Dans ce cas-là, c'est le même. Tout à fait. D'accord, bah c'est exactement ça. Merci. OK, ça marche. Alors, on y va. Ben, quel que soit V égale élément de V0. Donc, on va… alors, si on veut vraiment pinailler, on le fait en plusieurs fois. On va commencer par multiplier toute notre formulation forte pardon, par V, notre fonction test, plus C de U, V. Et là, pareil, on multiplie tout. Hein, donc, F de X par V. Et puis après, on intègre. Donc, c'est là où on va affaiblir réellement notre formulation. Donc, ça fait l'intégrale de 0 à 1 de alpha x U prime fois V plus dx, pardon, plus l'intégrale, alors je peux sortir la constante C, 0 à 1 de UV dx, et ça va être l'intégrale de 0 à 1 de f de x v dx. Voilà, ça c'est ma formulation faible, complètement affaiblie. Par contre, là, je vais avoir du coup, comme tout à l'heure, des U secondes hein, qui vont arriver. Donc, je vais essayer de faire en sorte de ne plus avoir de U secondes. Et pour faire ça, eh bien, cette intégrale-là, là, je vais faire une intégration par partie. Juste celle-là. Là. Donc, ça, je vais l'appeler A. Et ce truc-là, je vais utiliser l'intégration par partie. Je vais utiliser celle-ci, A'B égale la primitive AB prise entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de AB'. OK. Donc, du coup, si je fais ça,
Alors, mon A que j'avais là, hop, lui, il va devenir moins alpha x u' v' compris entre 0 et 1, plus l'intégrale de 0 à 1 de alpha x u' v' dx. Et ça, eh bien, en fait, c'est égal à l'intégrale de alpha u' v' dx uniquement. Pourquoi? Parce que ce terme-là est nul. Alors, pourquoi est-ce qu'il est nul? Parce que vous avez u' de 1 qui est égal à 0 avec la condition de Neumann, et vous avez v de 0 qui est égal à 0 parce que v appartient à v0. Donc, du coup, ce terme-là sera toujours nul. Du coup, mon équation 1, elle devient ça. Elle devient l'intégrale de 0 à 1 de alpha x u' v' plus c u v le tout dx égale l'intégrale de 0 à 1 de f de x v. J'enlève le x, toc toc, parce qu'on ne le mettait pas, juste pour alléger un peu, dx. Voilà. Donc, si vous regardez bien, ce truc-là, je vais l'appeler A de UV, qui est égal à quelque chose qui ne dépend que de V, pas de U. Ça, je ne dis pas que ça dépend que de V au sens, il n'y a rien d'autre. Hein. Ça ne dépend pas de U, en fait. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Et donc, si je pose A de UV égale ça, L de V égale ça, eh bien, ça veut dire que je cherche U éléments de K. Donc, K, en fait, c'est l'ensemble des fonctions U éléments de H1 sur l'intervalle, tel que U de 0 égale 0. Voilà. Et donc, on cherche U de K, tel que, quel que soit V élément de V0, on est A de UV égale L de V. Donc, avec la petite remarque, effectivement, que U de K et V0 ici sont confondus. C'est un cas particulier. Voilà, ça c'est ma formulation faible de mon exercice. On va aller un petit peu vite pour la deuxième question, puisque la deuxième question, c'est l'électricité. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions avant. Hein. Il n'y a rien de très compliqué. J'avais justement une question. Alors, excuse-moi, mais j'entends rien en fait. Pour le... Est-ce que je suis le seul à ne pas entendre la question ou... Non, j'entends pas non plus. Non, ça a coupé. Est-ce que vous m'entendez ou pas? On t'entend très mal, Pierre-Alexandre. Bon, je change. C'est comme si tu avais un problème de débit au niveau réseau. Ouais, j'ai un souci avec ma co. Vous m'entendez mieux ou pas? Oui. D'accord. Donc, c'était juste avec l'intégration par partie, là, le but de faire une intégration d'un terme en particulier, c'est pour virer les termes en double intégration, en U''. En fait, de manière générale, c'est pour équilibrer les ordres de dérivation entre les deux fonctions, la fonction test et la fonction qu'on cherche. De manière générale. Si par exemple, je ne sais pas, moi j'avais ma fonction U qui était dérivée 3 fois et V, du coup, je chercherais à avoir un équilibrage. Donc, ça serait par exemple dériver 2 fois seulement U et 1 fois V. En fait, je cherche à équilibrer l'ordre de dérivation entre la fonction U et la fonction V. D'accord. Ça répond à ta question? Oui, donc là, comme on avait dérivé une fois, dérivé deux fois, on va chercher à intégrer U, c'est ça? Oui, parce que là, en fait, si tu vois, dans ce que je vais avoir un U seconde qui va apparaître. Donc, effectivement, je vais chercher à faire en sorte que j'ai plus de U seconde et que je sois équilibré, c'est-à-dire que j'ai du U' et du V'. C'est ce que j'ai à la fin. D'accord, ok, ouais, j'ai compris. Ça marche. Ok, donc encore une fois, on va essayer de faire
un peu vite parce que là, c'est un peu toujours pareil. Hein. Donc, l'ellipticité de notre problème, et je vous le rappelle, hein, ça sert à montrer l'unicité de la solution, puis surtout que la solution existe. Hein. Donc, en fait, quel que soit U élément de V0, on va calculer A de UU. Donc, A de UU, si je reprends ce que j'ai juste au-dessus, là, sur la définition A de UV, ben, ça me fait l'intégrale de 0 à 1 de alpha x U' au carré plus CU carré dx. Donc, on continue à chercher. Donc là, le C, on va le sortir, ça fait C, intégrale de 0 à 1 de U carré dx plus l'intégrale de 0 à 1 de alpha de x. Là, je l'ai juste éclaté en deux bouts, dx, mon intégrale. Et donc ça, si vous reconnaissez, ça c'est la norme au sens L2 de U, la norme au carré, le premier terme. Et là, j'ai un plus, quelque chose, je ne peux pas vraiment identifier une norme, donc j'ai cette intégrale-là. Je ne mets pas le U' au carré. Voilà, dx. Donc ça, c'est ce que vaut A de UU. Je vous rappelle qu'il faut que je montre qu'en fait, ce A de UU, il est toujours strictement supérieur à un coefficient fois la norme au sens H1, la norme au carré au sens H1 de U. C'est ce que je dois montrer pour la coercivité ou l'ellipticité, ce qui est la même chose. Donc, une fois que j'ai ça, je vais utiliser en fait ce qu'on m'a donné dans l'énoncé. Quel que soit x, j'ai alpha de x qui va toujours être strictement supérieur, décidément, à un réel qui vaut gamma, un réel positif, strictement positif d'ailleurs, il n'est pas nul, hein, qui est donc gamma. Donc ça veut dire que cette intégrale que j'ai là, je vais la réécrire, eh bien, elle sera toujours strictement supérieure à gamma, facteur de l'intégrale de 0 à 1 de U' au carré dx. J'ai oublié le carré là. Merci. Allez, et donc ça, si vous regardez bien, c'est ni plus ni moins que gamma fois la norme U' au carré au sens L2. Donc, au final, j'ai A de UU qui est supérieur ou égal à C norme de U au carré au sens L2 sur l'intervalle 0,1 plus gamma norme de U' au carré au sens L2 entre 0 et 1. Et là, vous reconnaissez qu'on n'est pas très loin de la norme H1. Il faut simplement que j'arrive à factoriser par, encore une fois, le plus petit de mes deux paramètres entre C et gamma. Mais ça va dépendre, en fait, entre autres, du signe de C. Donc, je suis obligé d'étudier chaque signe de C pour savoir si je suis elliptique ou pas. Mais on va tout le temps repartir de ça. Alors, premier cas, allez, on teste. Hein. Donc, premier cas, on va prendre C strictement positif. À ce moment-là, là, c'est le cas le plus facile. Hein. On va avoir A de UU qui va être supérieur ou égal à C, norme de U carré, L carré 0, 1 plus gamma U' carré, L carré 0, 1. Et si vous avez bien compris le principe, ça veut dire que je suis supérieur ou égal au minimum entre C et gamma. Gamma, je vous rappelle, est strictement positif, fois, en fait, tout ce que j'ai écrit là, je peux le factoriser, ça va me faire fois en fait, la norme de U au carré, mais au sens H1. Ça va pour tout le monde? Oui. OK. Une fois que j'ai ça,
bah, c'est fini. J'ai montré qu'effectivement, il existe. Alors, il ne faut pas que je l'appelle alpha, hein, parce qu'on a déjà un alpha dans le problème. Je ne sais pas, on va l'appeler Toto. Il existe Toto tel que A de A. Oh là là, A de UU, j'efface tout. A de UU est supérieur ou égal à Toto fois la norme de U au carré selon H1 sur mon intervalle. Et donc ça, eh bien, c'est la définition de la coercivité. Donc ça veut dire qu'en fait, dans ce cas précis, si c'est strictement supérieur à 0, eh bien A est elliptique ou coercible. La forme binaire est elliptique ou coercible. OK, bon, ça c'était le cas le plus simple. On a un autre cas, imaginons que C soit égal à 0. Alors, à ce moment-là, si C est égal à 0, tiens, je n'ai pas regardé d'ailleurs la forme, je n'ai pas regardé comme il faut. Remarquez bien que ma forme, en fait, A de UV, là, elle est symétrique. Hein, vous voyez? Puisqu'en fait, si vous regardez cette accolade-là, je peux échanger les fonctions U et V, ça ne changera rien, en fait. Hein. Okay. Donc, contrairement au problème d'avant, là, j'ai une forme symétrique pour A de UV. OK, si C égale 0, à ce moment-là, A de UU, je refais pareil, hein, du coup, le C va partir, donc il va me rester juste, en fait, supérieur ou égal à gamma, norme de U' au carré au sens L2. Et là, je vais utiliser l'inégalité de Poincaré. Donc ça, tout ça, ça va être... Alors, je vais faire exactement la même chose que la dernière fois. Donc, je vais utiliser l'inégalité de Poincaré. Tout ça, ça va être supérieur ou égal à gamma sur 2D. D, c'est le paramètre qui va intervenir dans l'inégalité de Poincaré. Facteur donc, de la norme de U au carré sur L2, moins 1 demi de U carré de 0. Donc là, j'utilise la première bonne fois gamma. Et plus gamma sur 2, facteur de U' carré au sens L2. OK. Ça vaut 0, tiens. Ça vaut 0, car en fait, on a vu qu'il appartient à V0. Donc, ce truc-là, déjà, il va sauter. Donc, ça, en fait, ce que j'ai écrit là, c'est ni plus ni moins qu'une égalité de Poincaré. Et c'est exactement la même technique que tout à l'heure. Donc, ça va me faire que, du coup, quel que soit U, élément de V0, eh bien, je vais avoir A de UU qui va être supérieur ou égal. Alors là, je peux mettre le gamma sur 2 en facteur et je prends le minimum entre 1 sur D et 1. Bon, ça fait comme la dernière fois, sauf que j'ai le gamma en plus, fois la norme de U au carré au sens de H1. D'où A est elliptique. Donc, si c'est strictement supérieur à 0 ou égal à 0, eh bien, dans les deux cas, j'ai A elliptique. Donc, ça veut dire que dans ces deux cas-là, eh bien, je peux trouver une solution et en plus, elle sera unique. Dernier cas. Alors, ça, c'est le cas C. Si C est négatif. Alors, si C est négatif, ce qu'on va faire, c'est que on va repartir de ça, là. On repart de ce truc-là. Et vous voyez que effectivement, si C est négatif, si j'ajoute un terme négatif au membre de droite, gamma, facteur de la norme de U' au carré, bah, ça ne va pas en fait changer l'inégalité. Donc du coup, je repars donc de A de UU, machin, etc. Et je vais directement donc écrire que A de UU, pardon, je repars directement de ça va être supérieur ou égal à gamma 2 sur D.
facteur de U au carré L2, plus, je reprends tout ce qu'il y a là-bas, hein, gamma sur 2, facteur de U' au carré au sens L2. Et je vais rajouter plus C norme de U au carré au sens L2. Donc, ce truc-là, il va être systématiquement supérieur ou égal à gamma sur 2D plus C facteur de norme de U carré L2 plus gamma sur 2 norme de prime carré. Donc, le terme que j'ai rajouté, en fait, est négatif. Là, ce terme-là, vous voyez, il est négatif. Donc, bah, mon égalité est vérifiée, sans aucun problème. Puisque je rajoute un terme négatif, donc mon A de UU sera toujours supérieur à ça si je rajoute un terme négatif. Je vais peut-être le rajouter, mais ça, c'est strictement négatif, ce truc-là. Voilà, quelle horreur. Je mets l'inverse de ce que je dis. Ça, c'est strictement négatif, parce que C est strictement négatif, et que la norme est toujours positive. Donc, c'est ça que je voulais dire quand je dis si je change, en fait, si j'ajoute à A étoile, c'est-à-dire le A étoile, en fait, ça représente tout ça. Hein. C'est tout ça, en fait. Hein. Donc là, je suis dans la dernière partie du A étoile, c'est-à-dire ça. Eh bien, si je rajoute un terme négatif, mon inégalité est toujours vérifiée. OK. Donc, du coup, eh bien, là, ça va être un petit peu différent que de tout à l'heure. Ça, c'est comme si je devais prendre le min supérieur ou égal au min de gamma sur 2D plus C ou gamma sur 2 fois, ben, si vous ajoutez U carré au sens L2 plus U' carré de la norme U' carré au sens L2, vous obtenez la norme en fait de H1. Donc, c'est la norme de Mais U. monsieur, pourquoi on ne s'arrête pas à la première ligne en fait? Pourquoi on ne s'arrête pas à la première ligne, c'est-à-dire? Si on sait que C est inférieur à 0, on peut Ouais. remettre un supérieur ou égal à ce qu'on a trouvé juste à la partie d'avant avec C égale 0? Ou alors je me trompe et je ne comprends pas? Non, C n'est pas nul là. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que C est inférieur à 0. Donc, Oui. c'est exactement ce que vous dites. Si on le met de l'autre côté de l'équation, ça fera un plus. Et vu que c'est une égalité, eh ben, on peut l'enlever, ce C. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, on ne peut pas. Ok, c'est là où je ne vais pas comprendre. Non, c'est justement, c'est parce que j'enlève quelque chose, enfin, j'ajoute quelque chose qui est négatif, c'est-à-dire que je l'enlève en fait. Donc, mon Ouais. inégalité est toujours vraie. Mais je suis obligé de le laisser. Parce que là, je suis dans le cas où, en fait, il faut remonter un peu plus haut là, tu vois. Je suis dans le cas, en fait, où on est dans le même cas qu'ici, c'est-à-dire que je vais bien avoir un C. Tu vois, ce terme-là, là, il va rester. Parce qu'il ne vaut pas 0 cette fois-ci. Oui, mais ça me perturbe parce que pour moi, si c'est une égalité, eh ben, on peut dire, je ne sais pas, C est égal à A plus B, et ben, il sera forcément supérieur à B, vu qu'il est supérieur à A plus B. Et on termine là, en fait. Parce que du coup, mais en fait, C est C, supérieur il est à... donné là. C, il est donné. Ok. Bon. Il est donné et en plus, il est négatif. Donc, si tu veux, je suis reparti de ce que j'avais écrit juste au-dessus, là, simplement pour repartir de cette inégalité-là, mais auquel j'ai rajouté le terme que j'avais enlevé dans l'inégalité étoile parce que C valait 0. Donc, je l'ai rajouté. Ouais, il est là. C'est ce que j'ai rajouté ici, là. Mais ce truc-là, en fait, comme je rajoute une quantité négative, ça ne me change pas mon inégalité. Ok. Voilà. Et je ne peux pas faire autre chose, je ne peux même pas l'enlever. Je suis obligé de le garder parce qu'il n'est pas nul, mon C. Oui, je comprends. Mais par contre, ça ne me fait pas du tout la même chose que ce que j'avais en petit a. Parce qu'en petit a, c'était facile puisqu'il était du même signe. Donc, il n'y avait pas de question à se poser. Je prenais le min entre le C et gamma et c'était fini. Mais là, je ne peux pas parce que là, il est négatif. Donc, je ne peux pas savoir quel va être le min entre C et gamma. D'ailleurs, je ne peux tellement pas qu'en réalité, le seul truc que je peux savoir, c'est qu'il me faut le min de cette quantité-là.
qui n'est pas le min entre C et gamma sur 2, par exemple. Tu vois, donc c'est plus compliqué quand C devient négatif. Ok, ok. Merci. Alors, c'est pas tout, parce que si je veux que ça marche, tout ça, bah justement, il faut que ça soit positif. Sinon, ça n'a pas de sens de chercher le min entre ça et gamma sur 2, qui lui est toujours positif, en fait. Donc, finalement, si je veux arriver à mes fins, bon, il faudra bien que je trouve le min entre gamma sur 2 plus C et gamma sur 2, certes, sur 2D, pardon, mais en plus de ça, bah, il faut que ce truc-là soit strictement positif. Et ça, du coup, ça va me poser une condition sur C pour que mon problème soit effectivement elliptique. C'est-à-dire que la condition, c'est que j'ai bien C négatif, mais il faut aussi que C soit supérieur à moins gamma sur 2D. Et si vous avez ça, alors eh bien, il se trouve que A est elliptique. Donc, ce qu'on voit là, très concrètement, c'est que l'ellipticité de A, lorsque C est négatif, bah, c'est loin d'être acquis et c'est loin d'être évident. C'est-à-dire qu'on peut effectivement trouver des cas où ça ne sera pas vrai, en fait. Et monsieur, Oui. j'ai du mal à voir comment on peut donner comment la condition sur C peut dépendre de D, sachant que D, c'est je sais que ça vient de Poincaré, mais j'ai du mal à voir quelles sont les autres conditions qui existent ou quelle est la définition de D. Enfin, j'ai l'impression que c'est une Alors, variable, la elle peut seule chose valoir un qu'on peu fait n'importe sur quoi. D, alors D, on peut le calculer après quand on a la forme de U, par exemple, on peut calculer D, mais on sait simplement qu'il est positif. D'accord. Strictement? Oui, bah oui, forcément. Ouais, bah oui, sinon ça ne marche pas. Donc D, on sait qu'il est strict. Ça, c'est Poincaré qui nous dit ça. Hein. Ok. Ok, je vois. Ça marche. Merci. Ok, donc là, on a simplement fait la deuxième question. Et on a montré effectivement les conditions qu'il fallait avoir sur C pour que le problème soit elliptique ou pas. Donc, si le C est inférieur à cette quantité-là, le moins gamma sur 2D, bah, à ce moment-là, ça ne marchera plus. OK. Donc, la troisième question, c'est montrer l'équivalence entre la forme faible et la forme forte en supposant la solution suffisamment régulière. Et donc, on a un lemme qui nous est donné qui ressemble beaucoup au lemme de la continuité, hein, qui nous dit que si f est à carré sommable, alors l'intégrale entre deux bornes AB de f v de x égale 0, quel que soit v, entraîne que f est nul presque partout. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Et donc, on veut montrer cette équivalence-là. Alors, troisièmement, montrer l'équivalence entre la formulation faible et la formulation forte. Alors ça, on le fait en général pas souvent. Hein. On le fait une fois ici, histoire de voir que c'est vrai, mais après, systématiquement, on ne le fera plus, puisque cette équivalence est normalement toujours vérifiée quand A est coercif, par exemple. Et donc, du coup, il n'y a pas besoin de la revérifier systématiquement. Sinon, ça serait peut-être un petit peu trop lourd. Donc, la première chose qu'on va voir, c'est donc si U est solution du problème fort, alors là, tac, tac. Et donc, à ce moment-là, on va pouvoir montrer l'équivalence dans un sens. Puis après, il faudra la montrer dans l'autre sens. Donc, on part déjà du premier, c'est U est une solution. On a trouvé U solution du problème fort. Donc, ça veut dire que U est élément de K. Et quel que soit X, eh bien, on a moins alpha X de U' plus C U de X égale F de X. Donc, si vous multipliez maintenant par V, donc là, on va rechercher
formulation forte, eh bien, on a l'intégrale de 0 à 1 de moins alpha de x u' plus c u égale, pardon, moins f de x, j'ai passé le f de x de l'autre côté. Voilà, tout ça dx est égal à 0. Alors, est-ce que ça, c'est vrai? On est parti de la formulation forte. Donc ça, c'est vrai. Puisqu'on sait que U est solution. Donc, il respecte ça. Donc, quand je vais vouloir faire quel que soit V0 et avoir ça, est-ce que ça, c'est égal à 0? Ben, oui. J'ai oublié un truc là. Ma formulation faible, excusez-moi, j'ai quand même un peu oublié de la faire, hein, parce que j'ai oublié de multiplier par V là. Voilà, est-ce que ça, donc, quel que soit V, c'est toujours égal à 0? Ben, vu que U, c'est la solution de la forme forte, tout ce terme-là, là, c'est égal à 0. Donc, du coup, ben, c'est fini. Ça veut dire que effectivement, si U est solution du problème fort, ben, à ce moment-là, U va entraîner, il va être solution du problème faible. En fait, ça paraît tellement évident hein, que je ne suis pas sûr que… Vous avez tous bien compris ça? C'est un peu bête, hein, non, pas dans ce vraiment. sens-là, Est-ce que c'est vous un peu pouvez bête. reformuler, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez reformuler, s'il vous plaît? Je n'ai pas très bien compris. Ok, je le reformule. Ce que je viens de montrer là, c'est que vu qu'on doit montrer l'équivalence entre la formulation, j'ai oublié des mots, moi, faible et la formulation forte, je pars de U qui est solution du problème fort. Je dis U est une solution du problème fort. D'accord? C'est ce que j'ai écrit là. Et ensuite, ben, j'en déduis que du coup, il vérifie le problème fort qui est moins la ligne du dessous, quoi. C'est pour ça que j'ai mis que ça, c'était vrai. C'est forcément vrai, puisque U vérifie le problème fort. Donc, quand je vais intégrer sur l'intervalle et que je vais multiplier par V, le terme qui est là, que je vais multiplier par V, là, celui-là, il va être forcément égal à 0, puisque U est solution du problème fort. Donc, tu vois bien que cette intégrale ici va toujours être égale à 0. Parce que je multiplie 0 par V dx, ça va toujours faire 0. Donc, j'en déduis que U est aussi solution du problème faible. Donc, si U est solution du problème fort, alors U est solution du problème faible. Donc là, je viens de faire la démonstration de la première proposition dans un sens. Maintenant, il faut que je fasse l'autre. Maintenant, il faut que je montre si U est solution du problème en formulation faible, eh bien, est-ce qu'il est aussi solution du problème fort? Ça va? Ouais, ça va mieux. Est-ce que ça va pour tout le monde là? Ouais, c'est carré. Oui. Merci. Donc, du coup, eh ben, on va faire l'inverse, qui est nettement plus compliqué quand même. Hein. Donc, on part de si U élément de V0, solution du problème en formulation faible. Alors, du problème en formulation faible. Donc là, on fait l'inverse. Alors, il faut aussi que U soit régulier de classe C2. Donc, qu'il soit 2 fois dérivable. Sinon, ce n'est même pas la peine de continuer. Et puis, en plus, il faut que lui, la fonction, sa dérivée, soit même sa dérivée seconde, soit continue. Alors, du coup, quel que soit V élément de V0, voilà comment j'écris V0, moi. Ça ne va pas du tout. Voilà, alors, je vous rappelle, hein, en fait, ça veut dire que V de 0 égale à 0 pour ce problème-là. Eh bien, je vais pouvoir écrire que l'intégrale de 0 à 1
de alpha de x u'v' plus cuv dx est égal effectivement à 0 f de x v dx. Alors, donc ici, cette expression-là, pour l'instant, je sais qu'elle est vraie parce que je suis parti de la formulation faible, pardon, excusez-moi. Donc, du coup, je vais obtenir une expression je vais faire une intégration par partie, en fait, à ce niveau-là. Donc, je vais intégrer mon terme qui est ici, là, le alpha x u'v' dx. Je vais dire qu'il va être égal à moins 0. Je suis obligé de faire le travail dans l'autre sens, en fait. Alpha x u'v dx plus, ça c'est l'autre bout de mon intégration par partie, u'v compris entre 0 et 1. OK. Donc, ce truc-là, quand je vais être en train de calculer la borne, en fait, V de 1, qui va comprendre V de 1, ben, V de 1, ça va être égal à 0. En fait, non. Je m'explique mal. Ce terme-là, là, il va valoir 0 uniquement si V de 1 est égal à 0. Et c'est là où ça devient vraiment super louche. Ceci, ce que je viens d'écrire, est vrai quel que soit V, élément de V0. Du coup, je peux prendre un cas particulier, un V particulier. Donc, je l'écris en toutes lettres. On va prendre un V particulier qui va nous arranger. Il va être tel que, justement, V de 1 soit égal à 0. Vous voyez En fait, on est en train de faire le travail à l'envers de la formulation faible. On part de la formulation faible et on va remonter à la formulation forte. Donc, du coup, ce qui au départ devait être vrai, quel que soit V, je peux, comme c'est vrai, quel que soit V, parce que je suis parti de la formulation faible, eh bien, je peux me prendre une fonction V test particulière et je la prends telle que V de 1 égale à 0. Alors ça va avoir quoi comme conséquence? Ça veut dire que du coup, mon équation 1 qui était là, voilà, mon 1 qui était là, il va devenir ça. Il va devenir en fait l'intégrale de 0 à 1 de cuv moins alpha x u'v moins f de x v dx égale à 0. Parce que, effectivement, donc il y en a, c'est comme ça que je vais pouvoir éliminer en fait ce terme-là. C'est en me posant une fonction particulière v de x. Alors, une fois que j'ai ça, je vais utiliser le lemme qui est donné dans l'énoncé. Ça s'écrit avec combien de M, lemme? Je ne me souviens plus. 2. Ouais, je me disais, c'était un peu bizarre. Merci beaucoup. Donc, on va reprendre le lemme de l'énoncé, le lemme 1 qui était donné. Donc, si vous regardez bien, ça veut dire quoi? Si l'intégrale sur mon domaine d'une fonction qui est égale à 0, ça veut dire que cette fonction est presque nulle partout. Donc, je vais en déduire que la fonction qui est sous mon intégrale, donc qui est cuv moins alpha x u'v moins f de x v est égal à 0, mais je devrais dire presque partout. C'est ce que me dit le lemme en fait. Donc cette fonction est égale à ça presque partout. Donc du coup, si ça c'est vrai,
eh bien, ça veut dire que j'ai juste en fait à le remettre d'une autre forme. Je peux du coup enlever le V, j'en ai pas besoin. Donc du coup, je vais avoir C de U moins alpha x U' égale f de x. Alors, le petit problème, si vous regardez bien, là, c'est que tout ça, ça ne me dit pas que je vais avoir forcément, parce que ça, c'est bien gentil, mais ce n'est pas ma formulation forte, hein, parce que pour avoir ma formulation forte, je vous rappelle qu'il faut que U de 0 soit égal à 0, certes, mais pas que. J'ai un petit problème, hein, il me manque un truc là. Pour avoir la formulation forte, il faut aussi, U' de 1 égale 0. c'est ça, il faut aussi que U' de 1 soit égal à 0. D'accord? Donc, pour que ça soit égal à 0, le terme, en fait, alpha 1, U' de 1, V de 1, doit être nul, et cette fois-ci, quel que soit V. Et donc, du coup, eh bien, j'ai dans ce cas-là U' de 1 qui est égal à 0. Le fait que U de 0 est égal à 0, ça, c'est d'origine parce que j'avais U qui était élément de V0 dans ma formulation faible. D'où U est une solution du problème fort. En fait, le problème, c'est que ce qui est compliqué, c'est que les conditions de Neumann, comme je vous ai dit, elles ont été intégrées dans la formulation faible. Donc, du coup, quand on parle de la formulation faible, c'est beaucoup plus compliqué de les retrouver. Parce qu'effectivement, il faut que, quel que soit V, notre U' de 1 soit toujours égal à 0. Donc, pour ça, il faut absolument qu'on ait ce terme-là qui soit toujours égal à 0. C'est bon pour vous? C'est à reprendre la tête reposée, hein, tout ça. Je trouve très honnêtement que c'est le truc le plus délicat, c'est justement cette partie-là, c'est-à-dire quand on veut montrer que, c'est d'ailleurs toujours le cas, c'est toujours le cas le plus difficile, c'est quand on veut montrer que la formulation forte est équivalente à, la formulation faible est équivalente à la formulation forte. Montrer l'opposé, ça c'est immédiat puisque c'est grosso modo comme ça qu'on a formulé la formulation faible. Par contre, dans ce sens-là, c'est nettement moins évident. Alors, la quatrième question, ici, on vous demande de trouver un contre-exemple d'unicité de la solution lorsque alpha égale 1 et f égale 0. Donc, avec alpha de x égale 1, quel que soit x, et f de x égale 0, quel que soit x. Donc, on reprend notre formulation forte. Et donc, elle devient moins u seconde plus cu est égal à 0. Donc, ce que j'ai fait, moi, là, à ce niveau-là, j'ai résolu la solution forte. Alors, vous connaissez la solution de cette équation différentielle? Est-ce que vous la connaissez par cœur? Vous l'avez vu normalement au premier semestre.
Dites-moi. Non, ça vous dit rien? C'est pas l'exercice d'avant? Non. Non, 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 l'exercice d'avant, on avait des exponentielles qui traînaient un peu partout, là. Non, on n'en a pas. Bon, alors moi, personnellement, il y a longtemps que j'ai oublié de comment on résout ce type d'équation. Donc, j'utilise en fait Wolfram Alpha pour résoudre ce genre de truc-là. Si vous ne connaissez pas, Je crois que ça ressemble à l'équation du pendule de l'amorti, je crois. Ouais, c'est vrai. Et donc, quand vous lui rentrez ça, il vous ressort tout simplement que U de x, la solution, c'est une constante K1 fois le sinus de la racine carrée de moins C. Voilà, de x plus K2 facteur du cosinus de la racine carrée de moins C de x. Ça, c'est si vous avez… alors, pourquoi j'ai Si mis c'est ça positif, c'est pas possible. Non, non, non. Racine de moins Ça, C. c'est si c'est négatif. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, là. Ça, c'est faux, ça. En fait, j'ai juste C qui est élément 2. Là. Voilà. Tout à fait, vous avez raison. Ça, c'est dans le cas où C est négatif. Si vous avez C qui est égal à 0, à ce moment-là, vous allez trouver K1x plus K2. Donc ça, c'est le cas où C égale 0. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ensuite U de x égale K1 exponentielle de racine de Cx plus K2 exponentielle de moins racine de Cx. Et ça, c'est le cas où C est positif, justement. Donc, vous avez en fait ces trois solutions-là qui vont dépendre du signe ou de l'égalité à 0 de C. Monsieur, Oui. dans le cosinus, est-ce que la racine, elle va bien jusqu'au x ou c'est juste pour le c? Non, elle va que sur le x. Que sur le C, pardon. Je me suis trompé. D'accord. Ok. Ouais, non, c'était bizarre. Elle s'arrête là. Toc. Voilà. Alors, quand est-ce que on peut avoir non-unicité de la solution? À votre avis? Quand est-ce qu'on peut avoir plusieurs x possibles? Plusieurs u, pardon, possibles. Donc, non-unicité de la solution. Il y a le cas 0 peut-être, Pourquoi? où il y a tout. C'est le moment où la solution, elle vaut quelque chose de particulier pour un C donné. Enfin, juste avant, elle valait quelque chose, à 0, elle vaut un autre truc, et juste après, elle vaut encore un autre truc. Du coup, c'est peut-être là qu'il peut y avoir un petit chevauchement. En fait, non, il faut garder les conditions limites. Est-ce Ah, ok. qu'on peut trouver un cas avec u de 0 égale 0? Ben oui, ça fait K2 Oui. égale 0. Ouais. D'accord? Donc, on a trouvé K2 et il est unique. Et ensuite, il faut prendre l'autre condition limite, c'est-à-dire U' de 1. Donc, U' de 1, c'est quoi? Donc, ici, ça va être K1. Et U' de 1, il doit être égal à quoi? Je ne me souviens plus dans les conditions de limite. À 0. À 0. Donc, ça fait K1 égale à 0. Donc, on a une solution qui est U de x égale 0. Donc, on a unicité. On n'a qu'une solution. C'est ça que je veux dire.
Ça marche pour tout le monde? Bon, bah, du coup, il n'en reste plus qu'un. Hein, parce que si vous prenez le cas numéro 3, donc avec C positif, c'est pareil, vous allez trouver qu'une solution. Pour la détermination de K1 et K2, vous n'avez qu'une solution. Donc, ce qui veut dire que vous n'avez qu'un seul U possible. Donc, le seul où vous n'avez pas unicité, ça va être du coup celui-là. Mais on va le montrer. Donc, on va par exemple prendre les conditions limites pour C inférieur à 0, là, donc qui est négatif. Donc, on va avoir la première chose, si vous faites le calcul de U de 0. Ça vous donne quoi? Je vous écoute. Ça donne K2? Ouais, ça donne K2, tout à fait. Égal à 0, d'où K2 égale 0. Ça va. Pour l'instant, ça commence bien. On pourrait presque croire qu'on va avoir unicité. U' de x, c'est égal à quoi dans ce cas-là? C'est égal à K1 racine carrée de moins C fois cosinus de racine carrée de moins C par x. Et puis ensuite, il y a un terme en K2, mais comme on sait déjà que K2 égale à 0, ben, on s'en fiche, hein, puisque ça va faire 0 parce que K2 égale à 0. En fait, vous avez K2 facteur de racine de moins C sinus de racine de moins C fois x. Donc, d'ailleurs, si on voulait vraiment être correct, vous allez avoir un moins ici. Mais ce terme-là, en fait, va faire 0 parce que K2 égale à 0. Donc, il nous reste K1 racine de moins C cosinus de racine de moins C de x. Maintenant, notre condition limite, c'est que U' de 1, dans ce cas-là, qui doit être égal du coup à K1 racine carrée de moins C, puisqu'en fait, fois le cosinus, on est en 1, donc cosinus de racine de moins C, tout ça, en fait, doit être égal à 0. Donc, il faut que K1 cosinus de racine de moins C soit égal à 0, entre autres. Comment vous faites ça, en fait? Bah, le problème, c'est que ça va dépendre de ce que vaut racine carrée de moins C. Si, par exemple, racine carrée de moins C, ça vaut pi sur 2, eh bien, ça va valoir 0, ce truc-là. Donc, si... on recommence. Si cosinus de racine de moins C est égal à 0, alors c'est tout à fait possible, hein. Il suffit que ce nombre-là, par exemple, ça vaille pi sur 2. Hein. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que je vais pouvoir avoir comme valeur de K1? N'importe laquelle. N'importe laquelle. N'importe quelle valeur. Et donc, du coup, si vous avez K1 qui peut prendre n'importe quelle valeur, c'est que vous n'avez pas unicité de la solution. Voilà. Donc, typiquement, effectivement, lorsqu'on est à C qui est négatif, eh bien, on n'a pas forcément une unicité de la solution. Alors, on est dans le cas particulier où alpha de x égale à 1 et f de x égale à 0. Mais bon, il suffit de trouver un cas pour dire que bah, là, on n'aura pas forcément unicité de la solution. Donc, on a trouvé un contre-exemple d'unicité de la solution dans ce cadre-là pour alpha égale 1 et f de x égale 0. Voilà, et on a terminé cet exercice-là. Est-ce que vous avez des questions? On est plutôt en avance, donc on peut se permettre quelques petites questions. Sinon, j'attaque le prochain
exercice qui est quoi en fait? C'est quoi? Dites-moi le prochain, parce que je n'ai pas l'énoncé du TD, moi. C'est pas un truc qui s'appelle problème non isotrope? Oui, c'est ça. C'est ça? Oui, c'est ça. Ça, ouais. Ok. Donc, ce que je voudrais vous montrer, alors je ne vais pas vous le montrer, mais je veux dire ce que je vais vous mettre sur Moodle, parce que je vais utiliser en fait cette formulation donc pour Moodle, sur Moodle pour vous montrer, voir Moodle cas concret d'une poutre pesante. Donc, c'est une poutre en fait qui est attachée au plafond comme ça. Et on dit qu'elle est pesante parce qu'elle va s'allonger uniquement sous son poids propre. Donc, cette formulation-là est équivalente au problème numéro 2 qu'on vient de voir. Et donc, vous pourrez voir comment on résout ce problème-là de plein de façons différentes. Alors, comme en plus, on est dans le cas où, ici, dans le cas de la poutre, je crois qu'il y a alpha de x qui va être une constante, ça va être le module de Young de la poutre, et on va avoir c qui va être égal à 0. Donc, on est dans un cas où on a une solution, pas de problème. Voilà, et on a également unicité de la solution. Et donc, du coup, eh bien, vous allez voir comment on peut utiliser ça pour résoudre le problème de différentes façons, soit en utilisant la forme forte, soit en utilisant la forme faible, soit en utilisant la minimisation de l'intégrale J. Donc, à chaque fois, vous verrez comment on peut obtenir la solution systématiquement. OK. Bon, écoutez, je crois que pour une fois, je vais m'arrêter un peu plus tôt, si ça ne vous gêne pas. Et puis, on reprendra du coup la prochaine feuille de TD, qui est la feuille de TD. Donc, non, pardon, le prochain exercice qui est le problème, effectivement, qui s'appelle problème non isotrope. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué. On va faire encore de la mise en forme faible, mais cette fois-ci, non plus pour des problèmes 1D, mais pour des problèmes 2D. Voilà. Vous avez des questions? Ça va. Non, ça va aller. Ok, ok.